Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au 4e grand rendez-vous économique de l'année 2016. Comme vous savez, chaque année, nous commençons avec le ministre de l'économie et des finances le 1er janvier. Le 2 janvier, le gouverneur de la Banque centrale, le nouveau gouverneur, M. Jean-Baden-Dubois. Nous avons eu ensuite le président de la commission finances du Sénat de la République, M. Jocelyn Brivert. Et comme on veut toujours jeter un coup d'œil international, nous avons le représentant du Fonds monétaire international, M. Wayne Kamara, qui est avec nous. Il n'est pas à sa première visite. Wayne, merci d'avoir répondu à notre invitation. Un plaisir d'être ici encore une fois. Bonne année 2016. Merci également. Comment vous avez vécu tout ça, cette année 2016 sur le plan international, puisque le Fonds regarde l'économie mondiale, regarde l'économie régionale? Quels sont les grands points qui ont attiré l'attention du Fonds monétaire international en 2015? Bon, l'économie américaine, comme première économie du monde, s'est portée assez bien. Ailleurs, la situation est beaucoup plus mitigée. Il y a en Europe, une partie se porte pas mal, les autres traînent encore. Les pays émergents, d'ailleurs, sont dans la situation peut-être la plus difficile. On a eu un ralentissement qui continue dans l'économie chinoise, qui est l'économie numéro 2 maintenant au monde, avec des résultats 6 à 7% qui sont quand même souhaitables pour beaucoup d'autres pays. Mais quand même, ça a eu son impact sur l'économie mondiale et les autres pays émergents, c'est un peu même histoire. Le Brésil qui traîne les pieds. Le Brésil a vraiment des difficultés en ce moment. Il y a l'aspect politique dans la question, certainement. Oui, la politique peut influencer l'économie. Il ne faut pas aller trop loin d'ici pour le comprendre. On peut rester ici. Et donc, mais effectivement, Brésil et les autres, il n'y a pas trop de lumière brillante en ce moment. Les pays pauvres aussi, il y en a beaucoup qui sont dépendants des matières premières dont les cours ont été assez faibles. Donc, ça a été un peu difficile pour certains d'entre eux. Et finalement, ceux qui ont le plus de difficultés sont les pays producteurs de pétrole. Tout à fait. Maintenant, quel est le secret qu'ils ont aux États-Unis et le quantitative easing, l'assouplissement monétaire qui a réussi aux États-Unis? On a tenté le même remède en Europe et comme vous avez dit, une partie, ça marche comme particulièrement l'Allemagne, mais l'Europe du Sud, ça traîne encore particulièrement la France. On n'arrive pas à trouver des résultats pour les mêmes résultats et pour les mêmes facteurs. Bon, c'est une combinaison des choses. C'est malheureusement la croissance. S'il y avait une formule, on aurait tous des taux très élevés. Mais c'est la combinaison c'est pas seulement la politique monétaire dont les taux d'intérêt étaient assez faibles, mais aussi les politiques budgétaires, toujours assez restreintes, et les incertitudes qui pèsent sur la croissance. Je sais que vous revenez de grandes réunions annuelles, les économistes américains qui font ça régulièrement. Et on a discuté des mêmes choses, à savoir les problèmes de la croissance. Est-ce que la croissance ne sera plus à 3 et plus % dans les pays les plus avancés? Est-ce qu'on doit s'habituer à vivre avec une croissance beaucoup plus faible dans ces pays? C'était le point de vue, par exemple, d'un nobeliste, Dale Jorgensen, un spécialiste dans la croissance, qui a préparé des taux de croissance sur l'horizon 15 ans, sur la base des facteurs de production, main-d'œuvre, capital, productivité, technologie informatique, pour faire des prévisions à long terme, que effectivement on ne peut pas compter sur un taux de croissance moyen de plus de 3% au niveau mondial dans les années, voire les décades à venir. Okay. Donc les prochaines décennies, il faudra vraiment s'attendre à des taux de croissance beaucoup plus élevés. Et ça pose un problème également. Thomas Piketty qui nous dit que la redistribution, le partage, l'inégalité, ça fait partie de notre monde également?
Au fond, vous réfléchissez sur ces problèmes-là? Ah oui, non, il y a des recherches actives dans le domaine. C'est un sujet très compliqué, difficile à sortir des conclusions fermes, mais les indications qu'on a sont que, effectivement, les pays qui ont une distribution de richesse plus large sont beaucoup plus réussis, qui ont plus de réussite globalement. Donc, ça provoque des changements de réflexion au niveau du Fonds monétaire international. Maintenant, l'année 2015 également, c'est le pétrole. On ne s'y attendait pas. Oui. Cette chute phénoménale qui a laissé des pays comme la Russie, le Nigeria, l'Iran dans une situation extrêmement difficile. Et Haïti a eu également des répercussions à partir du choc vénézuélien. Oui. Non, tout à fait. D'un côté, le coût du pétrole que l'Haïti achète sur le marché international est réduit. Le dollar qui sort pour le pétrole, en principe, sont moindres. Mais en même temps, comme une bonne partie, chaque année plus faible, est financée par le programme Petro-Caribé, ce parti est là, mais c'est moins en moins important parce que le coût du pétrole pour que ces crédits sont censés de financer est moindre. Et donc, pour l'économie globalement, c'est avantageux, mais comme une partie, ces financements Petro-Caribé sont alloués à l'État, notamment pour les investissements, on a vu une chute assez brusque dans les ressources pour l'investissement public. Et on sait bien que la facture pétrolière a diminué, puisque avec cette baisse considérable, Haïti paie moins. Je ne sais pas si vous avez le chiffre en tête, ce qu'on paie en général annuellement pour la facture pétrolière. Mais d'autre part, il y a Petro-Caribé, comme vous venez de l'indiquer, qui est passé de plus de 20 milliards de gouttes, et pendant les 4 dernières années, au moins 320 millions de dollars américains en moyenne garantis pour le gouvernement. C'est passé à 10 milliards de gouttes. Et on se retrouve dans ce budget mis en place par le gouvernement à près de 7 milliards de gouttes. Et avec un baril inférieur à 40 dollars, on n'a pas cet argent. Donc vous qui conseillez le gouvernement haïtien sur les finances publiques, donc comment on va atteindre cet équilibre? Non, c'est très difficile, effectivement. Le gouvernement a fait un grand travail pour réduire les dépenses à fur et à mesure que les recettes où les financements ont diminué, mais c'est difficile. On a des salaires à payer, il y a des expectatives. On a coupé pas mal d'investissements qui ont dû être financés par le Petro-Caribé avec la loi des finances au mois de... C'était avril ou mai quand on a finalement approuvé le budget. Mais quand même, c'est un cible qui n'est pas stable. Chaque fois qu'on ajuste, on voit une baisse additionnelle. On était effectivement à 1 milliard de dollars par an, importation de produits pétroliers. Le dernier chiffre que j'ai vu, c'était 600 millions. Mais je pense que ça, c'est un chiffre déjà dépassé. Donc on est passé de 1 milliard comme facture à près de 600 millions de dollars américains. Et au-delà. Disons, ça peut diminuer jusqu'à 700. On peut dire couper en deux en chiffres ronds. OK. Maintenant, le grand public qui nous écoute très souvent nous dit, mais pourquoi il y a eu cette forte baisse et qu'il n'arrive pas à en bénéficier au niveau de la pompe? Bon, moi je suis payé en dollars. Et l'année dernière, j'ai dû payer 4 dollars pour avoir les gouttes pour acheter un gallon d'essence. Maintenant, il me coûte moins de 3,50 $ pour avoir les gourdes nécessaires pour acheter un gallon. Pour moi, les prix ont baissé. Mais c'est la question, il y a le prix international, il y a le taux de change. Et donc, en gourdes, je pense la stabilité du prix à la pompe reflète la relation entre les deux éléments. Et je disais récemment, et je lisais particulièrement qu'en Arabie Saoudite, le plus grand pays producteur, ils ont dû augmenter le prix à la pompe parce qu'il y avait une forte subvention dans le temps. Donc, cette subvention n'est plus tenable parce que l'Arabie Saoudite souffre maintenant d'un déficit budgétaire à partir de cette situation.
Donc, je pense que nous avons fait le tour au niveau mondial et au niveau de la région, la Caraïbe. Est-ce que vous avez jeté un coup d'œil? Comment est la situation, les prévisions pour retrouver Haïti? À côté, aux Républiques dominicaines, les perspectives restent assez fortes, on peut même dire un tigre caribéen. Ailleurs, c'est toujours la question de demande pour le tourisme, et tourisme majoritairement haut de gamme. Donc, c'est un peu mitigé selon la progression dans les pays des ressortissants touristiques. J'ai vu les prévisions du fonds pour la République dominicaine pour 2015, c'était à peu près 6%. Et vous prévoyez à peu près 5,6% pour 2016. Et on a bien dit, c'est le tourisme. Ils ont fait plus de 5 millions de visiteurs cette année, ce qui a généré 6 milliards de dollars américains dans les réserves du pays. Donc ça montre exactement ce qui se passe, je pourrais dire. Cuba, est-ce que le Fonds monétaire international commence à discuter? Pas vraiment. Il y a 2 pays au monde qui ne sont pas membres du Fonds monétaire. C'est la Corée du Nord et le Cuba. On peut comprendre la Corée du Nord maintenant avec sa fameuse bombe H, mais Cuba maintenant c'est ouvert avec les États-Unis. Est-ce que vous allez suivre le pas? Est-ce qu'on va voir très prochainement ce qui se passe à Cuba? Parce que ces informations nous intéressent également pour voir dans cette zone comment et les grandes tendances, comme la grande destination touristique de la République dominicaine, si Cuba devient également un Eldorado, donc Haïti se retrouvait au beau milieu. L'industrie touristique au Cuba se développe déjà, je pense, c'est déjà plus de 10 ou 15% du marché caribéen de tourisme. Ça a déjà un poids important. Donc, je ne vois pas un choc brutal, même s'il y a une ouverture qui continue, au niveau notamment des restrictions imposées par les États-Unis. Au niveau des procédures, comment ça se fait? Est-ce que c'est Cuba qui doit vous inviter? Ou est-ce que c'est le fonds qui dit à Cuba, on aimerait vous avoir? Comment ça se fait normalement si on devait avoir Cuba comme membre du Fonds monétaire international? Qui fait le premier pas? Normalement, c'est le pays qui exprime la volonté et le fonds envoie une mission pour apprécier l'économie. Mais à la fin, ce sont le conseil d'administration qui décide sur l'admission des nouvelles membres. C'est pas encore en discussion, vous m'avez dit. Je n'ai pas d'informations là-dessus. Merci. Voilà, vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole, chaque dimanche 3h, sur Télémétropole, le rendez-vous économique, mais nous sommes au grand rendez-vous économique, la 4e édition de cette année avec M. Wayne Kamara. On prend la pause, on se retrouve dans quelques instants. Racontez-nous histoire qui a la banque pour changer l'argent papier en pièces monnaie. Bonjour messieurs. Bonjour. T'as aimé changer l'argent ça yo en pièces monnaie s'il vous plaît. Désolé madame, pas de monnaie. Hein? Mes amis à toi, à qui sa banque ça utile même. Li pas jamais de monnaie. Ça fait me songer problème te gen ak yon client. Client, pas de monnaie de goud et demi. Pour ti surette pour passer dans bouche là. Chéri amour, c'est pas l'argent, mais monnaie en pièces c'est l'argent. C'est pas bon petit monnaie non. Comment on va le compléter comme camionnette là? Moi pas décourager non. Moi t'ai passé dans l'autre banque. Bonjour. Bonjour, c'est monnaie en pièces ou besoin? Mais banque qui fait travail li. M'a tout quitté l'autre banque qui pas de bon service là. Merci en pile. Inquiète-toi belle madame, nous là pour nous servir. Toujours marcher avec pièce monnaie. Comme ça, ou toujours payer ça ou pour payer sans été ni mettre. Banque centrale gen monnaie 5 kob, 20 kob, 50 kob, goud ak 5 goud. Monnaie banque pour la, ba ou monnaie. C'est droit ou et c'est des voiles pour le servir. Pas pran priya nan men aucune banque. Parce que banque centrale bay toute banque monnaie. Li campé ba côté, la défend intérêt, la fait affaire au marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours fait confiance, passer le bas ou performance, ou satisfait sans manque, l'op ses clients Sogé Bank, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé
Nous sommes bien à l'heure des grands rendez-vous économiques. Début d'année, janvier en général, nous avons reçu le grand argentier de la nation, le gouverneur de la Banque centrale, le président de la commission de finances du Sénat de la République et maintenant un coup d'œil international avec le représentant du Fonds monétaire international, Wayne Kamara. On a fait un tour du monde, nous venons maintenant en Haïti, les chiffres sont connus et je dois vous dire, c'est très bien qu'en Haïti maintenant, que le grand public soit renseigné en fin d'année, taux de croissance, taux d'inflation, taux de change, il y a une évolution dans l'information économique du pays. Donc, je suis sûr que vous avez déjà analysé à fond tous ces indicateurs. Quelles sont vos impressions? Bon, la première question, c'est effectivement quel était le taux de croissance l'année dernière. Et on a avancé des chiffres, mais je pense qu'on n'a pas encore eu le dernier mot. Il y a notamment l'impact de la sécheresse de l'année dernière a dû réduire les récoltes de manière importante, mais dans les chiffres provisionnels, ce n'est pas très bien reflété. La CNSA estime que jusqu'à 50% de la récolte a été perdue. 50%. J'ai l'impression personnellement que c'est peut-être un peu exagéré, mais il faut vérifier. Entre les chiffres du ministère de l'Agriculture, qui est une réduction assez petite, et cet autre chiffre, il faut aller sur le terrain. C'est ce qui a été fait le mois dernier. Il y a une enquête en cours et on espère avoir les résultats d'ici la fin du mois. Mais on a déjà vu que dans les 12 derniers mois, l'indice de prix des produits alimentaires national a augmenté de 17%. Même avec la dépréciation de la goude, l'augmentation des prix nationaux dépasse le coût de l'inflation des produits importés. Et je crois que la FAO a fait savoir pour cette année, il y a une baisse des prix au niveau mondial. Donc ce qui signifie le choc a été beaucoup plus lourd à l'intérieur. Effectivement, avec la dépréciation de la gourde, on aurait pu avoir une augmentation plus importante au niveau des produits importés, mais avec la baisse des matières premières, notamment le riz et le pétrole, ça a eu un effet pour calmer l'augmentation des prix des produits importés. Donc, or, le taux de change et le prix international imposent un plafond sur le prix des denrées alimentaires. S'il y a une dépréciation de la goutte, ça risque d'ouvrir la voie à une augmentation continue de l'alimentation, et avec des impacts, pas seulement dans les régions affectées, notamment le sud-est, le sud et le nord-ouest, mais sur même les consommateurs urbains. Et c'est quelque chose, il faut voir vraiment quel était l'impact sur la production pour pouvoir réagir à temps, en sachant que la petite récolte janvier-février, probablement pas très forte, et la prochaine grande récolte n'est pas avant juin-juillet. Donc, on pourrait avoir une période de soudure assez difficile. Faut-il rappeler que 50% du budget des familles haïtiennes alloué à des produits alimentaires. Ouais. Donc, lorsque ce secteur prend un choc, ça affecte considérablement le pouvoir d'achat des familles. Mais en même temps, l'élément qui peut-être pourrait reconforter la situation, c'est que les transferts du diaspora haïtien continuent à augmenter. On a eu une forte hausse l'année dernière, on est maintenant plus de 2 milliards de dollars par an, dont la moitié, normalement, utilisée pour acheter de l'alimentation. Ah oui. Donc, peut-être cette proportion peut augmenter. Ça, c'est un des mécanismes pour atténuer l'impact potentiel. Mais ce n'est pas tout le monde qui nécessairement a un parent qui envoie des fonds. Donc, c'est quelque chose qui doit être étudié assez rapidement dès qu'on vérifie l'ampleur du choc. Dans votre modèle au niveau du Fonds monétaire international, est-ce qu'on peut déterminer
lorsqu'il y a une contraction de la production, combien de points de pourcentage de PIB qu'on perd? Non, c'est assez... On a un poids de... On peut faire en chiffres ronds. On a à peu près 20% de l'économie nationale qui est l'agriculture. La grande récolte, c'est à peu près 60% de ce total, donc 12% du produit national. Donc si on perd par exemple 25% de la récolte, ça fait 3% déduit du taux de croissance. 3%. Et rappelez-nous combien et quelle était votre prévision de taux de croissance pour l'exercice 2014-2015. Et je crois qu'il y a eu une modification en milieu d'année. Et finalement, est-ce que le 1,7%, est-ce que vous avez plus ou moins accepté ça? Comme je dis, ça dépend totalement sur l'agriculture. Okay. Effectivement, on a commencé l'année avec un taux de croissance plus élevé, mais entre la sécheresse et la baisse... Vous étiez à plus de 4% au départ? À peu près, oui. Yeah. L'autre élément qui était important, c'est la baisse dans l'investissement public. Avec notamment, comme on a discuté, la baisse des ressources pétro-caribées. Donc l'État a dû s'abstenir de certaines dépenses d'investissement qu'ils ont compté faire. Et le secteur bâtiment travaux publics, qui a eu un taux de croissance phénoménal ces dernières années, a dû ralentir. Et donc ça, c'est l'autre grand impact sur les prévisions initiales. On sait bien que le moteur d'une économie, c'est bien l'investissement. Vous avez parlé de l'investissement public, mais on devrait également dire peut-être qu'il y a une contraction des investissements privés, que ce soit des anticipations négatives avec les élections, ou encore, on va y arriver, le taux d'intérêt qui a augmenté considérablement, le prime rate dans le système bancaire. Donc est-ce que vous avez vu également une contraction de l'investissement privé dans l'économie nationale? Il y a certainement certaines choses qui ont été planifiées, qui ont dû être reportées. Ça, c'est clair. Mais en même temps, il ne faut pas exagérer. Beaucoup d'investissements sont des choses de longue haleine. On a vu ouvrir, par exemple, le port de Lafito, qui est un investissement important et qui aura des effets pour faciliter le commerce international et donc réduire les coûts, ce qui va donner une aide à toutes les autres industries. Donc, il y a des choses qui continuent, peut-être une baisse, et avec des incertitudes, mais on a fréquemment des incertitudes. Si on attendait le calme pour faire des investissements, il vaut mieux aller ailleurs. Il y a les hommes d'affaires haïtiens qui connaissent le terrain et les risques et qui quand même savent comment fonctionner dans l'incertitude. On apprend à vivre avec. Et maintenant, vous avez vécu également la situation de la relation du dollar par rapport à la goude. En juin dernier, il y a eu une correction assez importante. L'économie haïtienne qui s'était habituée après le tremblement de terre avec des entrées de devises extrêmement importantes, qu'on n'a pas changé malheureusement de la structure de l'économie haïtienne. On a eu un saut une dépréciation de près de 20%. Comment vous expliquez cette situation de taux de change et qui a eu des répercussions, comme on le sait bien, sur le taux d'inflation dans l'économie nationale? Bon, il y a plusieurs éléments qui se sont réunis. Et la première chose qu'il faut dire, c'est que si on regarde que le dollar, oui, on a eu des dépréciation de 20%. Mais les Haïtiens qui vivent au Canada, ceux qui vivent en France, ils ne voient pas que quand ils viennent, ils ont un meilleur pouvoir d'achat. Parce que le taux de la goude contre l'euro et contre le dollar canadien n'a pas trop changé. Et le pétrole ou le riz qu'on peut acheter avec les goudes sur le marché international n'a pas changé tellement non plus. C'est le dollar. Ça, c'est le premier constat. Si on se focalise uniquement sur le dollar, oui, le dollar a été très fort. Ça, c'est clair. Et y compris avec le good. Mais ce n'est pas tout. Ça, c'est le premier constat qu'il faut faire. La deuxième chose, c'est que oui, on a eu, je pense qu'on a eu on peut voir deux périodes. Il y a eu, disons, le premier semestre, disons, jusqu'à fin juillet,
où, suite à des opérations, même l'année antérieure, on a vu une augmentation dans la masse monétaire et une pression sur le dollar. Comme vous le savez, on a l'habitude de soumettre une demande pour dollars à la banque et attendre qu'ils vous fournissent les dollars que vous avez demandés. Je pense que ce qui s'est passé au mois de mai, la queue est devenue trop longue. Et certaines personnes qui avaient besoin urgent pour des fins diverses sont parties chercher directement des dollars. Ce qui a donné lieu à une fracture dans le marché. Et donc, les gens ont commencé à appeler « Avez-vous des dollars? Avez-vous des dollars ?» Et le devise a commencé à chuter. Donc, quand on est dans une telle période, si vous avez un dollar, peut-être que vous avez reçu de l'extérieur, vous pouvez changer en goutte aujourd'hui ou demain. Si chaque jour vous voyez que c'est un peu plus, pourquoi ne pas attendre demain ou le jour suivant? Et quand tout le monde fait la même chose, c'est boule de neige. Et puis, c'est ce qu'on a vu notamment au mois de juin-juillet, jusqu'à ce que le gouverneur Castel est sorti dire « Bon, la récré est terminée, on va vendre des dollars, ça suffit. » Et effectivement, parce que c'était poussé beaucoup au-delà de ce que les circonstances méritaient, on a vu un rebond rapide dans le taux de la coude. Depuis, la Banque centrale a suivi une politique où, dans les cas où il a dû émettre de l'argent, augmenter la masse monétaire pour, par exemple, financer le gouvernement, ils ont pris le soin de sortir ces gourdes de circulation par une autre voie. Parfois par, effectivement, des ventes de dollars ou émissions de titres, ainsi de suite, pour que la masse monétaire n'augmente pas. Donc, cette deuxième période, disons août jusqu'à date, je pense c'est beaucoup plus une crise de confiance. C'est toujours les gens c'est l'attentisme, les gens qui retiennent leurs dollars. Si on regarde les banques, les chiffres des dépôts en dollars aux banques commerciales ont augmenté fortement ces derniers mois. Les gens, ils ont leurs dollars, ils sont à la banque attendant un retour sans effort. Et dans ce qui pense le pire des cas, ça garde sa valeur. Et donc, éventuellement, on va avoir plus de clarté dans la situation politique, la situation économique. Et il est bien possible qu'on va voir exactement ce qu'on a vu au mois de juillet, en fin juillet, c'est que la goutte va remonter. Et juste pour finir avec cette deuxième partie, si on devait retirer ces anticipations que vous devez souligner, à combien vous retrouvez le dollar par rapport à la goutte d'aujourd'hui? Non, il n'y a pas de chiffre magique. Ça, c'est le taux d'équilibre. Il y a une gamme de taux qui sont jouables. Ça dépend toujours des anticipations des gens et des politiques économiques, de la confiance qu'ils ont sur le chemin du gouvernement et les politiques qui vont suivre. Et ce n'est pas une science exacte. On peut dire, oui, ça c'est plus ou moins dans la fourchette. C'est ce que nous, au FMI, nous avons dit de la goutte ces dernières années. C'est dans la fourchette du raisonnable. Vous suivez le magazine économique, le grand rendez-vous de cette année avec le représentant du FMI, M. Wayne Kamara. On prend la pause, on se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de l'émission. Nous histoire qui a la banque pour changer l'argent papier en pièces monnaie. Bonjour messieurs. Bonjour. T'as changer l'argent ça yo en pièces monnaie s'il vous plaît. Désolé madame, pas de monnaie. Hein? Mes amis à qui sa banque ça utile même. Li pas jamais de monnaie. Ça fait me songer problème te gen à qui on client. Client, pas de monnaie de goût et demi. Pour ti surette pour passer dans bouche là. Chéri amour,
c'est pas l'argent, mais monnaie en pièces, c'est l'argent. C'est pas bon petit monnaie non. Comment on va le compléter comme camionnette là? Moi pas découragé non. Moi t'ai passé dans l'autre banque. Bonjour. Bonjour, c'est monnaie en pièces au besoin? Mais banque qui fait travail li. M'a tout quitté l'autre banque qui pas bon service là. Merci en pile. Inquiète-toi, belle madame. Nous là pour nous servir. Toujours marcher avec pièce monnaie. Comme ça, ou toujours payer ça ou pour payer sans été ni mette. Banque Centrale gen monnaie 5 cob, 20 cob, 50 cob, good ak 5 good. Monnaie banque pour la, ba ou monnaie. C'est droit ou et c'est des voiles pour le servir. Pas pran priya nan men aucune banque. Parce que Banque Centrale bay toute banque monnaie. Li campé ba kote la Stéphane était là, la fais affaire marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours fait confiance, passer le bas ou performance, ou satisfait sans manque, l'op ses clients Soje Bank, Soje Bank, toujours bas côté mes amis, Soje Bank, toujours bas côté, Soje Bank, toujours bas côté mes amis, Soje Bank, toujours bas côté, Soje Bank. Nous sommes bien au 4e grand rendez-vous économique de l'année 2016. Le 1er janvier, c'était le grand argentier. Le 2 janvier, le gouverneur de la Banque centrale. Le 3 janvier, le président de la commission finances du Parlement, du Sénat en particulier, M. Jocelyn Briver. Et nous avons aujourd'hui un coup d'œil international avec M. Wayne Kamar, représentant du FMI en Haïti. On parlait de ce qui s'est passé dans la relation de la goutte par rapport au dollar. Est-ce que vous avez évalué les mesures prises par la Banque centrale pour éviter un dérapage trop important et les répercussions que ça a eu sur l'économie haïtienne? Quelle évaluation que vous avez faite du côté du Fonds monétaire international? Bon, les mesures qu'ils ont prises, et ça maintenant c'est depuis quelques années progressivement, ont été regrettables mais nécessaires. Regrettables dans le sens de resserrement de politique monétaire, moins de crédit à l'économie, plus de coûts d'intérêt pour les affaires, mais nécessaires pour maintenir la stabilité face à les différentes contraintes, et notamment une période après le séisme d'expansion où on a eu notamment le secteur BTP avec des croissances de 10 à 20% par an. Donc, et un déficit budgétaire conséquent qui maintenant est beaucoup réduit, mais qui leur a poussé à resserrer la politique monétaire. Donc, je ne pense pas qu'ils ont pris ces mesures sans pause et sans réflexion, mais comme ils étaient simplement le nécessaire pour maintenir la stabilité. Prenons les deux qualificatifs. D'abord, regrettable. Nous savons que les charges financières ont augmenté au niveau des entreprises qui ont emprunté du côté des banques. Ça peut affecter également le chômage dans l'économie. Donc, nécessaire dans la mesure où vous parlez de stabilité. Mais pendant combien de temps qu'on va continuer et quelles répercussions ça va avoir sur la qualité de vie de la population? Nous sommes dans une période assez particulière. Après le séisme, on a eu un afflux d'aide internationale très important. Il y a eu beaucoup d'internationaux qui sont venus dépenser de l'argent. Beaucoup d'Haïtiens ont eu des emplois parfois très bien payés. Et maintenant, la crise étant jugée plus ou moins passée, on a réduit l'aide internationale à un niveau qui est, en termes réels, même un peu en dessus de ce qu'il y avait avant le séisme. Et ça, c'est en fonction de différents éléments, y compris les crises ailleurs dans le monde. Et donc, ça a eu un effet à réduire le train de vie du pays.
Et donc, les dollars ne sont pas là pour les importations. Et il n'y a pas de bonne manière à réduire le niveau global de consommation. Et c'est un peu ça le défi, de faire une transition avec le minimum d'inconvénients, de souffrance de la part de la population. Il y a de ça 9 jours, le grand argentier était à votre place et on parlait du budget. On analysait ce changement structurel. Vous avez parlé de l'aide internationale qui a diminué considérablement. Cette année, ce sera à moins de 30 millions de dollars américains. On parle de 25 millions de dollars américains. Pardon, et moins de 500 millions de dollars américains, donc 25 milliards de goudes à peu près. Et on a vu également qu'il va y avoir une plus forte dépendance des ressources internes par rapport aux ressources externes. Et on a vu également la dernière situation, Petro-Caribé. Donc, comment pensez-vous qu'on va exécuter ce budget de 122 milliards de goudes pour le reste de l'année? Le budget de l'État pour 2015-2016, c'est un document très intéressant. Il y a beaucoup d'innovations et ça indique les pistes essentielles. Effectivement, il faut que le gouvernement prenne des mesures pour inciter la production nationale, pour produire plus de choses ici et de réduire les importations. Et notamment l'agriculture, où on a toujours un emploi très important et un potentiel important aussi. Il faut faire des choses pour aider l'agriculture. Et c'est ce qu'essaie de faire le budget. Face à ces objectifs, les ressources vont être un peu difficiles. Il y a des innovations au niveau fiscal, mais des mesures qui pourraient prendre un peu plus de temps pour porter les fruits espérés que l'exercice actuel, et notamment compte tenu du comportement des contribuables en période d'incertitude politique. Les impôts, ils retiennent, ils essaient de voir ce qui va se passer. Et notamment, tous les candidats, presque sans faille, ont dit, si élu, je vais mettre un nouveau budget. Donc, l'espérance de vie de ce budget n'est pas les 12 mois habituels. Mais il y a des éléments très importants pour mobiliser des ressources additionnelles. L'idée de mobiliser des crédits pour l'investissement dans l'infrastructure économique et notamment agricole, c'est une très bonne idée. Pas certain la capacité financière de l'économie à financer à l'auteur espérée ces investissements. Mais c'est clair qu'ils vont dans la bonne direction, une direction nécessaire. Est-ce que vous ne croyez pas quand même, pour compenser ce qu'ils vont perdre au niveau du Petro-Caribé, dette externe, on ne fera pas ça sur le plan interne avec le financement, la monétisation du déficit budgétaire à travers la Banque centrale? Non. Ça, c'est pas possible. Il est assez difficile à trouver effectivement d'autres sources de financement, mais on est en train de chercher un équilibre et éviter au maximum possible le financement monétaire. Tout le monde est très conscient des risques qui vont avec, et donc c'est une question de limiter au maximum l'émission monétaire pour le budget. On a alors des bilans au niveau de ce gouvernement et du mandat de M. Martelly. On regarde en moyenne pour les 4 dernières années, nous avons eu un taux de croissance autour de 2,9%, moins de 3%. On a prévu dans le PSDH de plus de 5% jusqu'à 10%. Donc, qui veut dire qu'on ne va pas atténuer la pauvreté, l'extrême pauvreté dans ce pays. On a vu le grand problème auquel vous vous référez très souvent, le problème énergétique, parce que ce secteur eau et électricité, pendant les 5 dernières années, c'est la pire performance. Donc, comment l'économie réelle avec l'économie financière, qu'est-ce qu'il faudra faire, les grands défis pour le prochain gouvernement qui arrive? Bon, il y a toujours la question des subventions énergétiques qui sont très importantes
qui l'année dernière restait toujours dans la fourchette de 200 millions de dollars. Donc on a dépensé 200 millions de dollars américains de subventions pour l'électricité cette année encore. Oui, pour Donc ce problème structurel est là et seulement pour donner 30% de la population à bénéficier de l'électricité. Oui. Et moins de 24 heures. Donc Oui, jusqu'à quand on effectivement. pourra vraiment... Effectivement. Ce problème structurel, l'impact sur le plan finance publique. Oui, non. Si on avait 200 millions de dollars additionnels pour les investissements publics, on pourrait effectivement prendre toutes les mesures d'investissement qui préconisent le budget. Ça serait la source d'un financement parce que le gouvernement n'est pas démuni de moyens. C'est une question de l'allocation. Donc il y a un problème de choix là, à savoir mettre 200 millions de dollars américains au moins au niveau de l'EDH. Il y a moins d'argent pour l'éducation, moins d'argent pour la santé et l'assainissement en quelque sorte. Choix, oui. Un certain niveau même dépasse les choix. Les fonctionnaires, il faut payer les fonctionnaires. On ne va pas virer 10 000 fonctionnaires pour faire un investissement. C'est pas... Ouais. Et de la même façon, le problème de l'électricité, c'est complexe. On achète de l'électricité très chère, on a des difficultés à faire rentrer les recettes et il y a donc pas mal de problèmes et des difficultés à remettre de l'ordre. Donc si on dit pendant les 4 à 5 dernières années, ça nous fait à peu près 800 millions à 1 milliard de dollars américains subventions électriques. C'est bien ça. Oui. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir vraiment, on parle de pacte national, on parle d'entente nationale, est-ce que ce problème-là, pour qu'on puisse réellement, dans la perspective des objectifs de développement durable, ce problème électricité, est-ce qu'il ne faudrait pas le poser sur le plan financier pour voir comment faire d'autres allocations dans ce pays? Non, il faut effectivement, il y a des décisions qu'on pourrait prendre pour faire évoluer la situation. Pas toujours facile et il faut faire attention. Mais la capacité de production privée dépasse la capacité de l'EDH. Avec tout le monde qui a un groupe électrogène, les sociétés qui pourraient fournir un revenu sûr à l'EDH, mais faute de fiabilité, ils produisent eux-mêmes leur électricité. Et donc, revenir dans les normes n'est pas une tâche facile. Donc, pour le prochain gouvernement, le prochain président de la République, ça va être l'un des principaux défis, on pourrait dire, pour les 5 prochaines années. Il doit l'être. Yep. Et quel autre défi que vous entrevoyez? Effectivement, comme j'ai mentionné quand nous avons discuté le budget, c'est l'investissement dans la production nationale et comment impulser cela, et notamment l'agriculture. Et aussi Donc vous êtes pour ce que le gouvernement a donné comme priorité dans son budget de cette année, l'agriculture? Comme priorité, je pense c'est ça, et aussi il faut voir comment tirer un meilleur bénéfice des avantages commerciaux des Américains sous les lois HOPE et HELP et éventuellement sous l'accord de partenariat économique avec l'Union européenne qui donne des avantages un peu similaires. Il paraît que cette année, il y a une augmentation des exportations dans l'économie? Ah non, il y a une croissance régulière, mais le problème c'est et même à double chiffre. Mais si on a une croissance de 15% par an et on commence très petit, 5 ans plus tard, on est toujours petit. Okay. Et il faut quelque chose à l'échelle. Et c'est ça qui manque. Comment organiser la construction et notamment des usines qui pourraient accueillir
la production internationale pour pouvoir donner du travail sur des salaires mensuels à des dizaines de milliers d'Haïtiens. Le salaire n'est pas toujours le meilleur, mais le simple fait d'être régulier donne aux ménages une certaine stabilité qui est importante. Je sais que vous avez des missions régulièrement en Haïti. Et la toute dernière, c'est quand? Et qu'est-ce qu'on a discuté? Quelles sont les perspectives pour 2016? On a eu une mission au mois de novembre. Assez récemment. Oui, effectivement, pour regarder l'évolution de l'économie en 2014-2015. Et on a approuvé en mai dernier un nouveau programme triennal avec des décaissements réguliers, mais on attend simplement une autorité qui peut s'engager sur le futur. OK. Donc, dès qu'il y aura un nouveau gouvernement, vous allez avoir une mission encore? Ça serait normalement ce qu'on va faire. OK. Eh bien, faisons les prévisions pour l'année 2016. Je sais qu'au niveau du fonds, vous en avez. Quel taux de croissance vous prévoyez pour cette année? Et il y a déjà 3 mois écoulés de cet exercice fiscal. Est-ce que vous avez déjà apporté des modifications à cause de la situation politique? Non, on s'abstient de réviser dans le contexte actuel. C'est à part sur certaines marges, mais au niveau croissance, inflation, ça dépend carrément de l'évolution, pas seulement économique, mais politique aussi. Okay. Et donc, on attend. Donc, 3,6% de croissance, c'était prévu dans le budget. Jusqu'à présent, vous maintenez ce taux de croissance avec le gouvernement? On n'en discute même pas. OK. Et pour le taux d'inflation, je crois qu'on était à moins de 10%, donc on est à plus de 12%, donc ça doit avoir un grand ajustement. Les réserves de change, ça diminue au niveau de la Banque centrale? Ça a diminué depuis le début de l'exercice. Bon, effectivement, oui. Notamment depuis fin juillet, on a vu une utilisation des réserves de change pour stabiliser la masse monétaire. C'est un indicateur important pour vous? De la discussion? Très important. Ça, c'est une couche de réserve pour faire face à des éventualités qui, une fois consommées, est difficile à remplacer. Très bien. Mais c'est clair, le gouvernement est dans une situation difficile. Il y a des arbitrages. On ne peut plus resserrer la politique monétaire. Donc là, il n'y a plus de marge. Il n'y a plus de marge. Le taux d'intérêt, c'est très élevé. Le taux de réserve obligatoire pour les banques, c'est très élevé, c'est presque 50%. Donc, pour chaque gourde qui est dépositée dans la banque peut prêter, pour chaque 2 gourdes qui sont déposées, seulement un peut être prêté à un client. Donc, la prochaine étape devrait être vers la baisse, contrairement à ce qui s'est fait aux États-Unis, on remonte les taux d'intérêt, c'est aussi. Donc, non, mais c'est... Oui, on espère que la situation va se normaliser pour permettre une baisse dans ces 2 taux. Mais pour l'instant, le choix a été d'utiliser une partie des réserves qui reste quand même toujours confortable parce qu'on a pu accumuler pendant les années de vache gras après le séisme, avec le dollar qui est arrivé, on a pu stocker. Donc, il reste à des niveaux confortables, mais on ne peut pas continuer indéfiniment de les utiliser pour des fins monétaires. Wayne Kama, merci pour cet éclairage. Comme vous le savez, chaque année, on essaie d'apporter une certaine lumière internationale sur Haïti, de voir exactement ce qui se passe. C'est bien d'avoir les informations locales, mais également de pouvoir comprendre ce qui se passe au niveau international et au niveau national. Merci et bonne année 2016. Merci beaucoup, Kessner.